Mesdames et messieurs, je crois que Pierre Chauvet me fait trop d'honneur en me rendant responsable de toutes les connaissances et bien au-delà de notre planète. Il est vrai que j'ai voyagé un peu partout, mais les voyages vous rendent justement modeste. Vous comprenez que finalement, vous ne comprenez pas beaucoup et que ce sont des tentatives plutôt d'assimiler certaines idées essentielles qui sont au bout de tous ces voyages. Alors, je ne vous ai pas apporté ici une omniscience, je ne vous ai pas apporté ici des réponses, comme on dit, à des questions, mais je vous apporte quand même l'offre d'une réflexion autre, comme on dit aujourd'hui. Une autre réflexion que celle qui vous submerge du côté des médias, de la presse, du discours des politiciens, et normalement les idées reçues qui ont aujourd'hui le nom de slogans et qui n'en sont pas davantage respectables. Je trouve un peu partout, et c'est normal, que les gens sont bombardés par toujours les mêmes idées et qu'ils finissent par plus ou moins accepter ces idées. Je ne veux pas vous bombarder par d'autres idées, je vous propose tout simplement une réflexion de considérer qu'il y a peut-être d'autres possibilités politiques pour le présent et pour l'avenir. Alors, tout ce que je vous dirai ici, ce n'est pas parole d'évangile, ce sont des hypothèses qui se réaliseront ou ne se réaliseront pas dans l'avenir, mais enfin qu'il faut quand même envisager afin de comprendre que notre monde a des choix, des options et que les jeux ne sont pas faits. Alors, je crois comme mon sujet est quand même de parler de l'Empire de l'Est, et non seulement de l'Union soviétique, mais de plus en plus ce que je considère comme une politique qui cherche ses voies dans l'Est de l'Europe. Je dis bien cherche ses voies parce qu'on ne peut pas dire que les capitales de l'Europe de l'Est, Prague, Varsovie, Budapest, Berlin-Est et ainsi de suite, suivent Moscou avec le même degré d'obéissance qu'elles les ont suivies depuis 1945. Il y a là aussi une certaine évolution, je dirais, du point de vue de Moscou, une certaine dégénérescence, parce que l'obéissance de ces partis n'est plus absolument acquise aux dirigeants du Kremlin. Donc ne tombons pas dans l'erreur de croire que l'Empire soviétique, et je parle encore une fois de l'Europe de l'Est, je ne parle pas du Nicaragua, d'Angola, d'Éthiopie, d'Afghanistan, l'Empire soviétique n'est plus, s'il a jamais été, monolithique, qu'il y a des divergences qui s'y manifestent, et ces divergences, à mon avis, sont chaque jour plus larges, et nous verrons peut-être un de ces jours, je dis bien un de ces jours, non pas l'éclatement de l'Empire, c'est encore un mot sloganisé, mais une espèce d'affaiblissement de l'emprise soviétique sur l'Est de l'Europe. Une fois de plus, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous propose seulement une hypothèse et qui se vérifiera, ne se vérifiera pas, mais d'envisager autre chose que ce que nous racontent les médias et le discours officiel des politiciens. Alors, quels sont les signes, les symptômes de cet éclatement, pour l'appeler ainsi, ou bien de cette diversification, plurification, évidemment, on pourrait ici trouver des étiquettes, peu importe. Le Kremlin, non pas depuis le début, mais depuis, disons, 3 décennies, plus ou moins, a
compris que, en échange d'avoir ce point de fer avec lequel il maintient sa puissance, son occupation dans l'Europe de l'Est, qu'il faut quand même jeter quelque chose, un os, comme on en jette aux chiens, à ces peuples-là, pour que ces peuples acceptent finalement la mise au pas politique, économique et autres. Cet os qu'on leur a jeté était presque depuis le début le nationalisme. Les dirigeants soviétiques, marxistes, surtout à ce moment-là, je parle d'il y a 30 ans, marxistes ne comprenaient pas que les nations ont une existence indépendante des autres idéologies. Un bon marxiste de bonne foi ne peut pas comprendre qu'il y ait des nations parce que leur doctrine leur raconte que la nation disparaîtra, on liquidera la nation, ce sont les dernières traces de quelque chose qui appartient au passé. Or, ce n'est pas vrai. Première erreur des soviétiques a été que les nations sont indestructibles et qu'on leur jette un drapeau en disant défiler sous ce drapeau, ça ne tire pas à conséquence. Eh bien, leur première réaction, c'est de découper au centre de ce drapeau l'emblème soviétique et de laisser un trou au lieu de cet emblème, et ce trou-là, en plein milieu, au centre du drapeau, représentera la volonté nationale de survivre. Évidemment, c'est ce qui s'est passé dans tous ces pays. Au nom du nationalisme, qui, je vous rappelle, mais c'est inutile peut-être de vous le rappeler, c'est pas seulement le drapeau, c'est la tradition, les tombeaux des ancêtres, les grandes dates de l'histoire, les grands personnages, et jusqu'aux chansons patriotiques, jusqu'aux symboles patriotiques. Voilà, c'est ce qui s'était imposé depuis 3 décennies dans tout l'empire soviétique, c'est-à-dire dans l'Est de l'Europe. Le nationalisme qui finit aujourd'hui par grignoter l'emprise du parti. Ne me demandez pas de détails comment on grignote une idéologie aussi puissante que l'idéologie marxiste, mais c'est que finalement les gens trouvent en face de leur occupant, en face de leur tyran, ils trouvent un autre appui, notamment dans la nation. Une nation qui représente bien autre chose et des choses bien plus concrètes que l'idéologie soviétique. Mais qui dit nation dans l'Est de l'Europe, et je ne parle pas de la France où la situation est assez dégradée à ce point de vue-là, point de vue religieux. Je vous rappelle le mot du pape Jean-Paul II, France, qu'as-tu fait de ta foi? Eh bien, c'est une question tout à fait valable, à laquelle les réponses n'est pas tout à fait favorable. Eh bien, cette question-là n'existe pas dans l'Europe de l'Est. La personne ne met en doute la vérité de la foi. Oui, bien entendu, le parti, les marxistes, mais ils n'ont que l'idéologie marxiste à opposer à la foi, et l'idéologie marxiste, Dieu sait, s'effrite à vue d'œil, se fragilise et disparaît dans le ridicule total. J'irai même plus loin, ce n'est même plus ridicule, les gens ne pensent même pas au communisme, c'est quelque chose d'ennuyeux, on n'en parle pas, le communisme n'est plus un sujet dans l'Europe de l'Est. Alors voilà la religion, la foi, qui est inséparable dans l'Europe de l'Est, comme dans le passé c'était inséparable dans l'Europe de l'Ouest. La religion, la foi et par conséquent l'Église sont inséparables de la nation. Alors qui dit nationalisme dans l'Europe de l'Est dit également religion, ce qui ne veut pas dire que tout le monde va à l'Église, ou bien que tout le monde qui se trouve à l'Église est croyant, ou qui pratique la religion, mais c'est un symbole et on se rallie autour de symboles. Les églises sont pleines à craquer, parce que, en partie, parce que les gens manifestent ainsi leur dégoût, leur mépris du régime. Donc c'est un moyen
de résister bien plus efficace que pas mal d'autres moyens de résistance et qui trouveraient tout de suite les tanks soviétiques devant eux. Mais comment voulez-vous que les tanks soviétiques se présentent devant toutes les églises, devant toutes les manifestations et défilés? Et c'est à tel point vrai que le mois de mars, le 15 mars dernier, le 15 mars en Hongrie est une fête nationale depuis le soulèvement hongrois de 1848 contre les Habsbourg, que 10 000 personnes ont défilé dans les rues de Budapest, et il y avait un orateur, mais il y en avait plusieurs, mais un orateur surtout, qui a dit ouvertement, toute la police étant là, mais Russes, armée russe déguerpissée, nous ne voulons plus d'occupation russe, nous ne voulons pas de communisme, nous voulons la Hongrie. Eh bien, montrez-moi le pays occidental qui oserait imaginer pareille audace. Et après quoi, la police n'a rien fait, parce qu'il y avait 10 000 personnes qui appuyaient de leur cri d'enthousiasme cet orateur. Alors voilà, les communistes, le Kremlin, il y a à peu près 3 décennies, ont déclenché à leur insu un mouvement qui, donc nationalisme d'abord, nationalisme et religion ensuite, sur lesquels se greffent alors d'autres mouvements de résistance, d'autres idées résistentialistes, notamment, et ce n'est pas beau si vous voulez, la haine du voisin. Bon, ce n'est pas la même chose que ce que je viens de dire jusqu'ici, religion de la charité et de l'amour, mais aussi, soyons honnêtes, il y a aussi la haine du voisin. Dans ces pays-là, les Hongrois détestent les Roumains qui lui rendent, les Croates détestent les Serbes, les Slovènes détestent également les Serbes, les Albanais détestent toute la Yougoslavie, les Ukrainiens détestent les Russes détestent les Polonais et vice-versa, les Tchèques détestent les Slovaques. Enfin, je m'excuse d'utiliser tant de fois le mot déteste, mais c'est un terme assez modéré pour décrire la réalité qui est aussi ancienne que l'histoire elle-même. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un signe favorable, est-ce que c'est un symptôme positif? C'est que jusqu'ici ce n'était plus pas possible parce que sous l'idéologie soviétique, chaque peuple socialiste devait aimer le voisin parce que sous le signe de la solidarité socialiste. Et alors les gouvernements devaient, n'est-ce pas, considérer les autres gouvernements comme des alliés, et même plus que des alliés, et qu'ils allaient tous ensemble renoncer à leur nationalisme, à leur patriotisme, et se fondre dans ce grand magma soviético-marxiste où tous les peuples seront frères et se jetteront au cou les uns des autres. Eh bien, le fait que ce n'est plus le cas indique une certaine tolérance à l'égard des sentiments populaires et des sentiments nationaux. Aujourd'hui, le gouvernement hongrois attaque ouvertement le gouvernement roumain au sujet de la Transylvanie et des 2 millions de Hongrois qui subissent la répression terriblement cruelle du gouvernement hongrois. Et vous avez aujourd'hui des ministres hongrois, évidemment membres du parti marxiste, même membres à part entière, et qui disent, voilà le langage, n'est-ce pas, qui n'était pas imaginable il y a encore quelques années, que nous avons la mère patrie, terme hérétique, sous l'idéologie marxiste, nous avons la mère patrie et nous avons le droit de protéger nos ressortissants, nos frères hongrois qui subissent les pressions du gouvernement roumain. Donc, au lieu de dire que le gouvernement roumain est un gouvernement socialiste, par conséquent, tout ce qu'ils font, c'est bien fait, non, c'est la minorité hongroise qu'ils protègent
en Roumanie et aux membres de laquelle ils ouvrent leurs portes. Donc il y a aujourd'hui ouvertement des réfugiés hongrois de la Transylvanie qui sont bien accueillis en Hongrie. Le gouvernement leur garantit un certain revenu jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. La population et les paroisses sont là pour aider les premiers pas de ces réfugiés. Vous direz, bon, réfugiés, c'est une vieille chose, mais ce qui est important, c'est que ce n'était pas acceptable et que le gouvernement hongrois a refoulé à la frontière les Hongrois réfugiés encore il y a quelques années, parce que le statut de réfugié voulait dire qu'il n'y a pas de solidarité, de fraternité entre les deux parties, le roumain et le hongrois. Donc c'est un immense progrès vers l'indépendance de ces pays que de pouvoir exprimer les sentiments nationaux, sentiments positifs ainsi que négatifs. Nous ne vivons pas dans le paradis, il y a des sentiments négatifs qui accompagnent les sentiments positifs. Autre signe de la libéralisation, je n'aime pas le terme parce que ça veut dire finalement libéralisme, il ne s'agit pas de libéralisme, disons tout simplement libération du joug soviético-marxiste, c'est que la littérature se présente aujourd'hui, et quand je dis littérature, je dis non seulement œuvres littéraires, mais aussi télévision, cinéma, théâtre, jusqu'au cabaret, enfin toute une gamme de manifestations verbales. Aujourd'hui, on revient de cette terrible langue de bois qui a été celle du parti, n'est-ce pas? Une des armes du marxisme, c'est de réduire le langage national à quelque chose de plat, à quelque chose qui n'exprime rien. Solzhenitsyn a des pages remarquables là-dessus, et il a toujours conçu son rôle, non pas de lutter contre le régime soviétique en tant que tel, mais de lutter contre la langue de bois que le parti avait imposée et qu'il impose partout. Eh bien, le fait que la langue littéraire revient dans ces pays, dans chacun de ces pays, et que le parti lui-même admet aujourd'hui qu'on ne peut plus s'adresser au peuple dans la langue du bois, mais qu'il faut utiliser le polonais, le tchèque, le hongrois et tout ce que vous voulez, est preuve de ce qu'il y a une émancipation de la langue. Et tous les écrivains, tous les poètes de ces nations ont toujours affirmé que la nation vit dans sa langue, parce qu'à cause de toutes les occupations tartares, turcs, Habsbourg et autres, c'était la langue qui a permis à ces peuples de survivre et de garder leur identité. Eh bien, cela aussi revient aujourd'hui, et les journaux du parti commencent à parler une langue qu'on peut comprendre, une langue qui s'adresse à la population et qui parle alors de leurs problématiques, de leurs sentiments, de leurs émotions, de leur avenir, dans une langue qu'ils comprennent, tandis que le parti a toujours dissimulé la véritable problématique en utilisant la langue de bois, qui n'avait pas de sens et qui justement était là pour cacher la pensée. Eh bien voilà, ce sont des signes de l'émancipation, pas de signes dramatiques, pas de signes spectaculaires que les médias de l'Occident pourraient décrire. Au contraire, les médias occidentaux ne comprennent pas cela, parce qu'eux aussi ils emploient une langue de bois, utopienne et tout ce que vous voulez. Donc ce sont des phénomènes dont vous n'entendez pas parler, à quel point sous la carapace marxiste, ces peuples-là, les Polonais, les Tchèques, les Hongrois, les Allemands et les autres, commencent à vivre après 40 ans de suppression, d'oppression, de torture et tout ce que vous savez. Ces signes inconcrétisables, si vous voulez, s'accompagnent de quelque chose de plus concret, la diversification politique. Jusqu'ici, si vous voulez, c'est la diversification culturelle, parce que nation et église appartiennent
à ce grand ensemble que nous appelons culture. Donc, la diversification politique. Là aussi, ne vous attendez pas à ce que le régime, tel ou tel, de derrière le rideau de fer, adopte le modèle occidental. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement remarquable dans ce système occidental qu'on voudrait l'adopter? Justement, ils ont appris de ne pas adopter le système occidental. Ils ne s'émancipent pas du marxisme soviétique pour adopter le système occidental avec son socialo-libéralisme et tout le reste. Et alors, il est très intéressant de constater comment ils cherchent non pas une troisième voie, mais des troisièmes voies et d'autres formules qui seront peut-être demain la formule adoptée après que tous ces événements passent et que le peuple puisse exprimer de nouveau ses idées. Alors, je dirais que très importante parmi les nouvelles idées et les nouvelles formules, qui ne sont pas formulées, parce que c'est cela, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait formulation ouverte, mais c'est dans tous les esprits, et c'est plus important. C'est la rencontre, si vous voulez, du syndicalisme et des encycliques pontificales. C'est-à-dire que le pape Jean-Paul II a fait quand même un bon travail de rapprocher la classe ouvrière polonaise des encycliques et vice-versa. Si vous lisez ces encycliques, qui sont évidemment dans la ligne générale de l'enseignement de l'Église, mais les mots, les termes qui sont accentués dans les nouvelles encycliques, et il y en a 3 encycliques récentes du pape Jean-Paul II, qui parlent des ouvriers, de la vie économique et du choix économique, eh bien, cela est calqué sur les manifestations ouvrières des syndicats en Pologne et ailleurs. Et alors cela est le grand ennemi, n'est-ce pas, du régime, du Kremlin, que le pape, la religion, non seulement dans le sens où les gens vont à l'église, mais dans le sens où la grande question sociale de notre siècle trouve une espèce d'écho chez le Vatican, et il y a un va-et-vient entre les deux, et que les encycliques ne sont plus considérées, ne peuvent plus être considérées comme expression du capitalisme. Au contraire, dans l'Amérique où j'habite, dans les milieux de droite, soi-disant de droite, enfin conservateurs comme on les appelle, on a attaqué la dernière encyclique du pape en disant que c'est du socialisme, c'est même du communisme. Ce n'est pas vrai. C'est finalement la compréhension de ce que le syndicalisme, qui n'est plus un syndicalisme de lutte de classe. Cela aussi, il faut l'accentuer. Nous ne parlons plus, derrière le rideau de fer, d'une lutte de classe, parce que c'est le slogan soviétique marxiste. Alors évidemment, personne ne veut la lutte de classe, et on ne conçoit pas le syndicalisme et la vie des ouvriers comme opposé à la vie des citoyens. Les ouvriers sont intégrés dans la nation qui cherche maintenant à s'exprimer au-delà de cette carapace du parti. Mais cette classe ouvrière ou ce syndicat ou ce syndicalisme trouve aujourd'hui un écho dans les encycliques et vice-versa. Alors c'est, à mon avis, un gain énorme que la lutte de classe est écartée, et avec cela toute la justification du marxisme. Autre chose, c'est la pluralisation au sein du Parti communiste. Le Parti communiste est monolithique, mais serait quand même inquiété si d'autres partis se présentaient en dehors de lui. Encore une fois, là, vous avez la doctrine marxiste. Le parti possède la vérité, et l'exécution de la vérité et la mise en pratique de la vérité, il ne peut pas y avoir d'autres partis, comme il ne peut pas y avoir d'autres syndicats. Bon, les gens comprennent, les gens ne veulent pas de bain de sang. La résistance dans ces pays ne va pas directement vers la confrontation. Mais, autre nouvelle formule, les gens proposent la diversification à l'intérieur du parti.
demandez, mais comment est-ce possible? Personne ne sait. Mais l'idée est lancée. Et il y a toujours à l'intérieur du parti des gens qui, soit par bonne foi ou par mauvaise foi, par opportunisme, adoptent ces points de vue en disant justement, mais ce sont des exemples concrets dont je vous parle, que en effet il faudrait qu'à l'intérieur du parti il y ait des non-marxistes qui puissent également s'exprimer, quitte à retirer ce qu'ils disent, mais afin que dans le débat à l'intérieur, il y ait débat authentique à l'intérieur du parti. Personne ne vous dira ce que cela veut dire, parce que personne ne sait et personne ne voudrait pas le dire. Mais l'idée est lancée d'une diversification à l'intérieur du Parti communiste. Maintenant, est-ce que cela mènera à plusieurs partis communistes? Personne ne le pense. Cela mènera éventuellement à un parti communiste qui se diversifie et par là perd son caractère de monolithisme et même de parti. Ce sont des groupes à l'intérieur du parti, des groupes de pression, des groupes représentant tel ou tel intérêt professionnel ou autre, mais de toute manière, l'idée a été lancée. Autre idée, troisième aspect de cette diversification politique, la presse libre. Vous trouvez que dans tous ces pays-là, on lance l'idée de la presse libre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire ce que cela veut dire dans l'Occident, où il y a abus de la liberté de la presse. Encore une fois, je cite Solzhenitsyn, qui disait après quelques années de séjour en Amérique, que moi, je désire que la liberté qu'on me laisse tranquille, la liberté de ne pas être informé. Et je crois que nous tous devrions nous souscrire à ce cri de cœur. Parce que ce qu'on appelle information, c'est un endoctrinement. On n'en veut pas, et la liberté consisterait aujourd'hui à ne pas être informé. Franchement, je ne veux pas être informé des derniers assassinats, des dernières statistiques de drogués. Je ne veux pas en être informé. Par conséquent, il ne s'agit pas de, lorsqu'on dit liberté de presse, derrière le rideau de fer, de cette liberté de presse, il s'agit, comme cela a toujours été le cas, la liberté de la nation. La nation s'est toujours exprimée par une presse indépendante. Mais cela ne veut pas dire une presse pluraliste, ça ne veut pas dire que n'importe quelle saleté puisse être présentée dans la presse, mais que ce soit une presse indépendante du parti. C'est ça le sens de la liberté de la presse derrière le rideau de fer. Et c'est une exigence, tout ce qu'il y a de plus honnête, de tout ce qu'il y a de plus louable, mais il ne s'agit pas de ce que chacun puisse raconter toutes ces saloperies de ce que raconte la presse occidentale, soit des personnalités, soit des événements, soit fouillés dans la boîte à ordures de tout le monde. Donc, indépendance de la presse, finalement, et pas liberté de la presse. D'ailleurs, ces affiches sont évidemment pour la télévision occidentale qui ne comprendrait pas autre chose que liberté de la presse, mais c'est dans les langues propres, il ne s'agit pas de liberté de la presse, il s'agit de l'indépendance de la presse, une presse indépendante, ce qui ne veut pas dire presse libre dans le sens de toutes les licences. Et finalement, le quatrième aspect de cette diversification politique, c'est que des groupes se constituent. Des groupes qui n'ont pas été autorisés auparavant, n'est-ce pas? Le parti avait monopole total. On ne pouvait pas constituer un cercle de joueurs d'échecs sans que le parti donne son approbation et ses agents à l'intérieur de ce club, sportif ou autre. Maintenant, il y a prolifération de ces groupes. J'ai été capable de m'entretenir avec les membres de plusieurs de ces groupes qui viennent de n'importe quelle profession, de n'importe quelle couche sociale ou intérêt professionnel, et j'ai pu constater qu'il ne s'agit pas de société de pensée dans le sens jacobin du mot.
il ne s'agit pas de proposer une utopie, comme l'ont fait les amis de Robespierre et des autres. Il s'agit de diversification, mais non pas au niveau politique, au niveau du samizdat, n'est-ce pas, ce qui a été la presse plus ou moins clandestine auparavant et qui est maintenant de plus ou moins clandestine, elle est devenue plus ou moins libre. Le gouvernement ne sévit plus tellement contre ces groupements, contre ces groupes qui publient des revues, qui publient des journaux, des chroniques de la vie quotidienne, qui publient des vues autres que celles du régime et qui, encore une fois, sont là pour diversifier le paysage culturel, national, économique et autres. Finalement, parlons un peu de l'avenir de la religion dans ces pays. Avenir assez pluriel, divers, étant donné que parmi ces pays, il y a des catholiques, il y a des catholiques protestants, il y a la majorité protestante, il y a l'Église orthodoxe, donc gréco-orthodoxe, donc on ne peut pas parler d'une religion. Et justement, ces églises-là acceptent aujourd'hui la coexistence. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et il paraît que déjà, pour parler du cardinal Casaroli à Moscou avec les représentants attitrés de l'Église orthodoxe russe, il y a déjà des malentendus, des conflits. Ce n'est pas demain ou après-demain que le schisme entre Rome et Constantinople, c'est-à-dire Moscou, finira par s'aplatir, par disparaître. L'Église orthodoxe russe a ses propres visées, et ces visées ont toujours été anticatholiques. Tout comme le Vatican a voulu même profiter en 1917 de la révolution bolchevique, en se disant que voilà, la révolution bolchevique va réprimer l'Église orthodoxe, c'est la chance de Rome de pénétrer avec son catholicisme. Il ne faut pas s'imaginer que l'Église s'aime entre elles, mais enfin, il y a pour parler, il y a que cela mène au conflit, que cela mène à une solution paisible, on n'en sait rien. Le fait est que les religions, les églises, se manifestent de nouveau. C'est cela qui est important. Alors voilà la diversification dont je parle. En ce qui concerne l'Église catholique, qui nous intéresse évidemment en premier lieu, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Église catholique, derrière le rideau de fer, en Lituanie, en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Slovaquie, en Slovénie, en Croatie, revienne à l'Église préconciliaire. Pourquoi pas? Parce que ce que les églises et leurs représentants ont quand même réussi à extorquer à Moscou, ou bien à leur satellite, gouvernement satellite, ça a été fait justement au nom de la modernisation. Modernisation qui est finalement Vatican II. En allant à Moscou et en disant que bon, jusqu'ici l'Église a été féodale, tout ce que vous voulez, mais maintenant c'est une Église moderne dont les fenêtres sont ouvertes, c'est tout cela, qui ont des communautés de base et qui ne dépendent plus tellement des évêques. Tout ce discours qui nous a déplu, je ne veux pas utiliser un terme plus fort, qui nous a déplu ici dans l'Occident, a été utilisé à bon escient et positivement par les églises derrière le rideau de fer. Donc, en présentant une église moderne, les partis communistes sont moins capables de résister aux demandes, d'ailleurs très modestes, de ces églises. Illustration, lorsque tel ou tel gouvernement satellite se rendait à Moscou, visite ad liminam à Brejnev, à Khrushchev, à Gorbatchev, pour demander certaines concessions.
les partis même, les délégués communistes se sont servis du langage suivant. Nous savons que, enfin nous sommes tous athées, nous sommes tous anti-Église, tout cela, mais il serait bon qu'on accorde à l'Église locale de chez nous certaines concessions, parce que, non pas pour la plus grande gloire de Dieu ou la plus grande gloire de l'Église, mais parce que ça ferait une bonne impression sur nos voisins, sur l'Occident avec lequel nous commerçons, et comme nous voulons que le commerce extérieur soit quand même plus ou moins favorable, soit promu, eh bien, ce serait bien d'accorder à l'Église, qui est quand même une de nos fenêtres vers l'Occident, qu'on accorde à l'Église certaines concessions. Notamment quelles concessions? Eh bien, que le catéchisme soit enseigné non seulement à l'intérieur de l'enceinte de l'Église, mais que les prêtres puissent se rendre dans les appartements où les enfants se réunissent pour que le prêtre leur enseigne le catéchisme. Voilà, ce sont des petites concessions. Mais de petites concessions à petites concessions, on est arrivé qu'aujourd'hui, les partis communistes, je dirais, voudraient que les églises locales exigent davantage, parce que ces exigences peuvent être transportées à Moscou en disant que voilà, ce serait une bonne idée d'accorder certaines choses à nos églises locales parce que ça fait bonne impression dans l'Occident. Vous voyez donc une espèce de machiavélisme, mais tout ce qu'il y a de plus louable, qui dit que il faut que Moscou cède sur certains points parce que cela joue quand même dans l'intérêt de Moscou lui-même, intérêt économique. L'exemple que je viens de vous donner, je pourrais le multiplier, mais le résultat, c'est que les églises sont infiniment plus libres aujourd'hui dans ces pays, et pas seulement l'église polonaise, qui a toujours été, n'est-ce pas, finalement le gouvernement, le deuxième gouvernement du pays, je dirais le véritable gouvernement de la Pologne. Le parti ne pouvait pas faire grand-chose sans que l'Église soit là, non pas à l'appuyer, mais à ne pas dire non. Eh bien, toutes ces nuances qu'on ne peut même pas rapporter ici, indiquent que, je l'ai constaté des visus, que les églises aujourd'hui, la religion aujourd'hui, est beaucoup plus libre. Dans ma Hongrie natale, la première fois que je m'y suis rendu, les églises de village, de la campagne, ont été en très mauvais état, abandonnées parce qu'il n'y avait pas d'argent, et même s'il y avait de l'argent, le gouvernement a empêché la restauration de ces églises. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas d'église en ruine, vous ne trouvez pas d'église en mauvais état. On entre dans n'importe quelle église le dimanche, vous voyez là une foule, et ce n'est pas seulement à Budapest, disons, une espèce de vitrine pour l'étranger, mais ce sont des villages, des églises de village. La vie de l'église se reprend, tout comme la vie de la nation et de ses groupes se reprend également. Je ne veux pas dire avec cela que demain on rasera gratis. Tout ce que je vous dis pourrait être renversé d'un jour à l'autre. Mais franchement, je crois qu'on est allé déjà trop loin. Staline pouvait renverser ses politiques. Khrouchtchev pouvait envoyer ses tanks à Budapest. Brejnev pouvait formuler la doctrine de solidarité socialiste qui consistait à dire que si un de nos pays frères, donc socialistes, est envahi par l'Occident, eh bien nous viendrons tout de suite à son aide. Gorbatchev n'est pas dans la même situation. Je ne cherche pas à savoir si Gorbatchev est aussi communiste que Brejnev, ça ne m'intéresse pas. C'est un homme réaliste, tout comme était Brejnev. Il sait jusqu'où il peut aller, et selon les signes, jusqu'au 10 juin 88, je ne parle pas de demain, nous pouvons lire peut-être demain dans les journaux que tout cela a été renversé, la vapeur est renversée, on fait marche arrière, tout cela a disparu.
Mais jusqu'ici, on peut quand même formuler sur Gorbatchev cette opinion qu'il est là à constater, ce n'est pas un imbécile, c'est même un homme infiniment intelligent. Le parti n'est pas seulement fait d'imbéciles, le parti est capable de proposer, d'élever sur le piédestal des hommes supérieurement intelligents. Et j'ajoute un fait qu'on néglige aujourd'hui. Anatoly Dobrynin, vous connaissez ou ne connaissez pas son nom, a été ambassadeur du Kremlin à Washington pendant 24 ans. Vous pouvez vous imaginer si le Kremlin maintient un ambassadeur aux États-Unis pendant 24 ans, cet homme a donné des signes, des garanties de loyauté totale. Ce Dobrynin a été le chouchou des cocktail parties à Washington. Tout le monde l'adorait, il n'y avait pas de cocktail ou il n'y avait pas de réunion mondaine sans que Dobrynin ne soit invité. Il a joué un jeu merveilleux. Lorsqu'il est rentré, et Gorbatchev l'a fait revenir tout de suite après que Gorbatchev a pris le pouvoir, il est maintenant le chef du département américain au Kremlin. Il connaît l'Amérique au bout du doigt. Il a dû donner des conseils. Et Gorbatchev, croyez-moi, suit ses conseils. Je le constate lorsqu'il visite l'Amérique. Alors, bain de foule, vous voyez Staline objet de bain de foule, non. C'est Dobrynin qui devait raconter à Gorbatchev comment il faut se conduire afin d'amadouer les Américains, c'est-à-dire afin de faire croire à ce peuple immensément naïf, et qui le sera toujours naïf, parce que le communisme disparaîtra à Moscou, la naïveté ne disparaîtra jamais à Washington. Bain de foule, femme, épouse, qu'il a amenée. Les soviétiques n'ont pas beaucoup voyagé avec leur épouse, mais Dobrynin devait leur dire, mais il faut pas faire semblant, couple uni, vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez quand même une femme, c'est un couple uni. Il a fait, je veux dire Gorbatchev, il a joué le rôle américanomorphe parfaitement. Et il le jouera parfaitement. Et toutes ces signatures, c'est aussi une manière de dire à l'Amérique, je suis votre ami. Dans les rues de New York, il est descendu de sa voiture, n'est-ce pas, il a serré les mains. Croyez-moi que Gorbatchev ne serre pas les mains si facilement, mais on lui avait dit, mais il faut serrer la main aux Américains parce que ce sera le même soir à la télévision et le peuple américain dira, voilà, c'est merveilleux. Alors, c'est ce qui se passe. Mais on ne peut pas vraiment revenir de cette position déjà avancée. Gorbatchev utilisera ce ramollissement américain en sa faveur et il poursuivra une politique, mais une politique qui n'est pas facile parce qu'en même temps, quand même, Afghanistan, Azerbaïdjan, Arménie, Pologne, Allemagne de l'Est, il y a déjà des signes. Voilà qui resserre ce rôle de Gorbatchev. D'un côté, il y a la facilité avec laquelle il traite avec l'Amérique, mais de l'autre côté, il y a déjà des pressions nationales et religieuses sur lui. Donc il ne faut pas s'imaginer que Gorbatchev est aussi libre qu'était Staline. Il y a là aussi une espèce d'évolution ou de dégradation et que Gorbatchev n'est pas libre. Quand j'ai posé la question à mes amis en Tchécoslovaquie, en Hongrie et ailleurs, mais qu'attendez-vous de Gorbatchev? Ils disent, mais d'abord, nous n'attendons rien d'un communiste. Un communiste est menteur par définition, c'est un tricheur, c'est tout ce que vous voulez. Mais en plus, il ne pourra pas poursuivre parce qu'il sera assassiné. Alors c'est ce qu'on m'a dit, il sera assassiné parce que dans le parti au Kremlin, il y a des opposants et qui sont, qu'on les appelle conservateurs ou autres, ce sont les opposants de Gorbatchev. Mais je pense quand même que la situation dans
l'Empire soviétique dans l'Est de l'Europe progresse et a progressé suffisamment pour que Gorbatchev ou son successeur ne puisse quand même pas tout à fait revenir sur cette politique. Donc petit à petit, on grignote l'Empire soviétique à l'intérieur et à l'extérieur. Ainsi, le mot, l'expression déclin de l'Empire n'est plus inconcevable. Je ne sais pas, j'ai dit au début que je vous propose une hypothèse et même pas une théorie, mais il n'est pas inconcevable que l'Empire soviétique se soit engagé sur le chemin du déclin. Maintenant, c'est une autre question qui, si l'Occident ne la précède pas sur ce même chemin, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie. Je crois que Thomas Molnar a donné l'image de ces pays de l'Est et je pense qu'il doit y avoir des questions à lui poser. Certains d'entre vous doivent être désireux de lui poser des questions. Y en a-t-il? Monsieur? Monsieur, dans ce déclin des pays d'Europe de l'Est, ah, je n'ai pas vu ça. Dans cette désagrégation de l'Empire, quelle place voyez-vous pour la France dans ses relations avec ces pays? Actuellement, la France est la grande absente. Et cela depuis très longtemps déjà. Et je peux vous assurer que les gens dont je parlais, parce que je n'ai pas cité de nom, mais enfin j'ai parlé avec eux, je sais qu'ils existent concrètement, ils savent pertinemment que selon les déterminismes de l'histoire récente, ils sont soit sujets, enfin ces pays sont soit sujets à l'emprise russe, pas nécessairement soviétique, à l'emprise russe, soit à l'emprise germanique. Géographiquement, géopolitiquement, ils sont là, ils savent que la géographie, on ne commande pas à la géographie. Ils aimeraient donc qu'il y ait d'autres qui participent à ce jeu de hasard qui est en ce moment engagé. De l'Amérique, ils n'attendent rien. L'Amérique a prouvé à 3-4 reprises qu'elle laisse tomber ses alliés et qu'elle les pousse à résister, mais finalement, elle ne vient pas à leur aide. L'Europe non plus, l'Europe occidentale non plus, mais quand même, ils sont européens. Et ils parlent le langage européen même à l'égard des Russes, qui sont finalement asiatiques. Du moins dans les yeux, dans les conceptions de ces populations-là. Alors, c'est naturellement la France qui pourrait être le contrepoids et de la Russie et de l'Allemagne. En tant que participant, non pas en tant que partenaire conflictuel ou opposant, mais en tant que partenaire dans le sens où la France avec l'Allemagne ensemble soit présente dans les années qui viennent. Mais c'est à France de jouer le jeu parce que franchement, jusqu'ici, la France a été absente. Et bon, il ne parle pas de l'Amérique, il parle toujours de l'Europe. Et la littérature française continue à être la littérature numéro 1. Je dis bien littérature parce que c'est important dans ces pays-là. Même les velléités d'indépendance se présentent d'abord par les écrivains et par la littérature. Donc la culture française, disons, est tout à fait présente, mais c'est en dépit des Français, ce n'est pas à cause des Français. Donc la France ne fait, en apparence, je ne sais pas ce qui se passe dans les milieux dissimulés, la France ne fait strictement rien pour être présente. Et pourtant, un très grand rôle l'attend. Monsieur? J'aimerais avoir l'avis du professeur sur le point suivant. J'ai observé que depuis 40 ans, bientôt plus, les églises dans les pays balkaniques
font de la résistance passive. Et qu'en clignotant, ou 40 ans, on arrive quand même à un certain concedo du grand tsar. Et puis, que se passe-t-il de l'autre côté, sur les marches de l'Est de l'Union soviétique? Il y a une machine de guerre qui s'appelle l'islam, conquérant, et qui a mis à peu près 8 ans pour renvoyer les soviétiques à la France. Je pose donc la double question suivante. Premièrement, dans le conflit entre l'Union soviétique et l'Afghanistan, est-ce que nous devons prendre parti pour l'Union soviétique ou pour l'islam conquérant? C'est la première partie de ma question, parce qu'un jour ou l'autre, cette machine de guerre va se retourner contre nous. Et ma question n'est pas tout à fait dépourvue de dominer l'arrière-pensée. La deuxième question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux la machine de guerre de l'islam plutôt que la résistance passive de nos églises? Sur l'exemple, je partage le point de vue, bien sûr, de nos églises, c'est évident, les catholiques convaincus, mais je suis obligé de reconnaître que si les soviétiques s'inclinent devant l'islam, comme ils le font actuellement en Afghanistan, il n'y a qu'un précédent. Le précédent, c'est quand les communistes se sont inclinés devant Franco. Le deuxième précédent, c'est face à l'islam conquérant. On va avoir l'opinion du professeur. Eh bien, d'abord, un ennemi à la fois, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas, dans l'état actuel des choses surtout, lutter contre deux. L'actuel ennemi, même déclinant, est l'Union soviétique. Oui, je le pense. Parce que c'est une idéologie présente qui a fait ses preuves de l'immensité du mal qu'elle peut créer, et tout homme occidental, tout simplement tout chrétien, doit d'abord prendre les armes physiquement ou intellectuellement contre l'emprise marxiste dans l'Occident. Il y a d'autres dangers, mais il y a certainement celle-ci. D'autant plus que, de par mes observations dans les pays arabes, dans les pays musulmans, le 21e siècle, et je m'excuse si je vais contre les sensibilités ici présentes, le 21e siècle appartiendra à l'islam. Qu'on le veuille ou non, l'islam se renforce tous les jours avec le même fanatisme qui a toujours été le sien, avec les mêmes armes brutales et peut-être même peu intelligentes, mais enfin l'islam est là. L'islam, je l'ai observé dans l'Indonésie et jusqu'au Sénégal. En Éthiopie, l'islam est en train de gagner sur les coptes, sur l'église éthiopienne. Et ce n'est qu'un exemple. En Afrique, l'islam fait table rase. Je ne sais pas comment on pourrait entreprendre actuellement la lutte contre l'islam. Si on pourra, à la rigueur, cela est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. Vous diriez que oui, mais en même temps, on affaiblit l'Union soviétique face à l'islam. On a dit, et encore récemment, qu'il ne faut pas affaiblir l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie blanche, de race blanche, contre la Chine, et qu'il faudrait appuyer la Russie contre la Chine. Je n'en sais rien, je ne crois pas que les soviétiques aient peur de la Chine est faible. Pour l'instant, enfin nous parlons quand même dans l'immédiat, dans l'actualité. Donc il ne faut pas penser après-demain à ce qui viendra peut-être ou ne viendra pas. Pour l'instant, l'ennemi, c'est le marxisme. L'islam, c'est l'ennemi de demain, avec lequel quand même on pourra éventuellement s'arranger. L'histoire se répète et ne se répète pas. À l'intérieur de l'islam, il y a des forces, l'intégrisme l'emporte maintenant de plus en plus sur d'autres sujets, mais n'oubliez pas que le cristallisateur, c'est Israël. Finalement, l'islam s'est réveillé à cause d'Israël, enfin l'islam collectif. Je ne sais pas comment
demain le conflit israélo-arabe se résoudra ou ne se résoudra pas. Mais si vous imaginez un instant qu'Israël puisse être persuadé de mener une autre politique, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais enfin, si demain le conflit israélo-arabe se résorbe, se réabsorbe, eh bien l'islam, ce sera un autre islam, soit plus arrogant, soit moins arrogant. De toute manière, nous n'avons pas le choix. Alors, pour vous répondre, c'est l'Union soviétique qui reste l'ennemi numéro un. Excusez-moi de reprendre la parole parce que c'est un sujet qui me passionne, étant donné que je suis ténor et que j'ai vu transformer toutes les églises d'Algérie en mosquées. Lorsque je m'en ai donné lors de mon dernier passage à Alger, il m'a été répondu ceci. Certes, on pense, ici comme ailleurs, tout ce que l'on veut, de Monseigneur Duval, de l'actuel archevêque et cardinal d'Alger, mais il aurait obéi sur ordre parce que Jean-Paul II, entre la possibilité de voir les églises transformées en maisons du peuple, dans lesquelles on pratiquerait une religion athée matérialiste, et la possibilité de transformer les églises en mosquées, dans laquelle on pratiquerait une religion qui sera axée sur autre chose que le matérialisme, et que ceci l'islam n'est pas tout axé sur le matérialisme. Eh bien, Jean-Paul II aurait donné, si j'ose dire, sa bénédiction à cette transformation, car il considère qu'à partir du moment où on transforme une église en mosquée, on transforme quelque chose de religieux, de sorte, quelque chose de spirituel, en quelque chose d'autre spirituel. Parce que pour Jean-Paul II, il considère que le christianisme, que l'islam est l'ennemi, n'est pas l'ennemi public numéro un, et que le matérialisme est l'ennemi public numéro un. Jean-Paul II, il a peut-être les mêmes origines ou les mêmes formations que vous, et le populisme matérialiste, il sait ce que c'est. Bien. Mais depuis la situation, vous le disiez vous-même en Afrique, avec le en Afrique, et que je vois l'islam galoper en Afrique, c'est quelque chose de savant. Excuse, on le voit galoper à Marseille, on le voit galoper en France. Quelqu'un disait au cours d'une conférence la semaine dernière que bientôt la France allait transformer en République islamique. Alors, je pose la question, est-ce que le combat contre le marxisme n'est-il plus déjà, à mesure que le marxisme s'affaiblit, un combat un peu dépassé. Guerre face à, est-ce que nous ne devrions pas ouvrir les yeux face aux nouvelles attaques? Je m'excuse de reprendre la parole une deuxième fois parce qu'il y a un précédent, ce sont les églises d'Algérie, alors que jusqu'en 1830, il y avait en Algérie un très grand nombre d'évêchés, au moins une quarantaine, jusqu'en 1830, c'est-à-dire jusqu'à la conquête de France. Puis, il n'y a plus qu'une église dans toute l'Algérie. Voilà. Alors, si je peux m'exprimer ainsi, je souscris à la politique de Jean-Paul II, à cet égard, parce que lui doit se dire également que l'islam est irrésistible, comme je le pense, ce qui ne veut pas dire que l'islam envahira le monde, tout comme le communisme n'a pas envahi le monde, même à son apogée. Le monde est encore trop grand pour cela, mais que l'islam est irrésistible et qu'il faut vivre en paix avec l'islam. Je sais les sacrifices des Libanais, je sais tout cela, il faut vivre en paix avec l'islam parce que c'est une puissance, encore une fois, du XXIe siècle. Et pourtant, donc raison de plus pour ne pas le combattre. Maintenant, lorsque les jeux ne sont quand même pas encore faits, et malgré le déclin du communisme, je maintiens que c'est l'ennemi numéro un. Il a encore assez de réserves pour lutter dans certaines parties du monde, pour lutter même intellectuellement. Mais je serais en même temps d'accord que cet ennemi est en train de disparaître en tant qu'ennemi, enfin de s'affaiblir, et qu'il faut lui donner des coups de pouce afin qu'il disparaisse, mais que l'islam, lutter contre l'islam, je ne peux pas l'imaginer dans l'état actuel des choses. Autre question. Que pense M. Gorbatchev de l'Europe? Que pense
que pense M. Gorbatchev de l'Europe? Madame, je ne suis pas M. Gorbatchev, vous n'avez pas lu le programme. Que peut-il penser? Encore une fois, en toute modestie, excusez-moi, c'est une hypothèse, je ne sais pas. Mais il doit penser en tant que Russe, même pas en tant que communiste. Nous en discutons souvent avec notre ami Pierre Chauvet. Il doit se dire, le communisme s'affaiblit, même à la maison, à son seuil, pour ne pas dire à la maison. Il faut d'abord neutraliser l'Amérique, c'est-à-dire neutraliser le rapport entre l'Amérique et l'Europe. Il faut détacher l'Amérique de l'Europe. Évidemment, c'est sa politique, et c'est une politique bien conçue. Deuxième démarche, il faut faire une espèce d'alliance avec la plus grande puissance européenne qui est et reste l'Allemagne. Pour ce faire, j'ai, se dit Gorbatchev, une arme extraordinairement efficace, leur offrir la réunification. Une Allemagne réunifiée se détache, à condition qu'elle se détache de l'Occident, de l'OTAN et de l'Amérique, et qu'elle mette son immense talent industriel à nous fabriquer des choses, des objets, à travailler pour nous. Pour cela, je leur demande des contreparties. La contrepartie, c'est qu'elle change de régime, pas communiste, je ne crois pas que Gorbatchev ait cette idée saugrenue-là, mais un régime plus ou moins favorable à la Russie. Il en résulterait, et je raccourcis évidemment parce que ce serait des étapes, il en résulterait ce que j'appelle un condominium entre l'Allemagne réunifiée et la Russie. Condominium à l'intérieur duquel vivraient tous ces pays dont j'ai parlé tout à l'heure et qui se diraient c'est quand même mieux que de vivre sur l'Union soviétique. Nous connaissons les Allemands, ce sont des maîtres très durs, mais enfin quand même ce sont des Occidentaux, des chrétiens, ils nous comprennent, nous avons en partie leur culture, et alors là, ce serait une espèce de paix, armistice, trêve, entre Moscou et Berlin, parce que ce serait Berlin, ce serait plus bonne. Et à mon avis, M. Gorbatchev travaille en ce moment à proposer ces choses à Bonn, à l'Allemagne. Preuve, c'est que dernièrement, dans le Neues Deutschland, le journal officiel communiste du régime de l'Allemagne de l'Est, a proposé toutes ces choses. Le Pravda ne pouvait pas le faire, le Pravda quand même ne peut pas s'agenouiller devant les Allemands de l'Ouest, mais confier à un de nos satellites de dire ce que nous ne voulons pas dire, eh bien il l'a dit. Il a dit cela, une espèce de rapprochement entre les deux Allemagnes qui ferait que l'Union soviétique ne devrait plus être menacée, et que les capitalistes fascistes américains et les autres seraient neutralisés et que nous ayons des rapports avec l'Allemagne, Allemagne que nous connaissons, se dit Gorbatchev. Et les Allemands se disent la même chose. Nous connaissons les Russes, nous savons quelles sont les possibilités, nous pouvons exploiter leur marché, nous pouvons organiser ce que de Lénine à Gorbatchev, le régime ne pouvait pas organiser. Je crois que cela aussi est inscrit dans l'histoire, non pas seulement du XXIe siècle, mais déjà de la fin du XXe. Nous verrons cette... Moi, c'est une question curieuse. Ça dépend de l'Europe, ça dépend de la France, d'entraîner ce qui reste de l'Europe, c'est-à-dire occidentale, dans ce jeu, c'est-à-dire de s'engager dans ce même jeu pour que l'Allemagne ne soit pas... Parce que l'Allemagne, elle aussi, aurait au début besoin de quelques attaches dans l'Europe occidentale. Alors je crois que l'Allemagne accepterait de bon cœur que la France soit d'une façon ou d'une autre associée à ce... Et je crois que Mitterrand fait déjà des propositions dans ce genre, et à Moscou et à Bonn. Cela veut dire le détachement de l'Europe occidentale de l'OTAN. Et je crois que cela aussi est inscrit dans l'histoire.
Ben, si, pourquoi? Ils restent ce qu'ils sont, dans une Europe, non pas unie, mais dans une Europe qui change d'orientation. D'ailleurs, qui change d'orientation, multiplie, diversifie ses orientations, n'est-ce pas? Il ne faut pas concevoir ce que je dis comme une amitié vers l'Est et inimitié vers l'Ouest, mais enfin une diversification. Tout azimut, comme disait De Gaulle. C'est cela. Finalement, je crois que ce serait une bonne politique. En partie pour rassurer les Allemands et en partie pour une espèce de signal à Moscou de dire, voilà, vous n'avez pas affaire seulement aux Allemands, vous avez affaire à nous tous. Et nous sommes tous dedans et nous observons les choses. Encore une fois, hypothèse et pas davantage. Est-ce que ça ne fait pas le jeu de la trilatérale? Pardon? Est-ce que ça ne fait pas le jeu de la trilatérale? Non. Le jeu de la trilatérale, qui, je ne cesse de le répéter, n'est pas le jeu de la trilatérale, c'est le jeu de certains esprits saugrenus en Amérique, en Europe, au Japon. La trilatérale, c'est finalement l'idéologie américaine et pas autre chose, à laquelle souscrivent des snobs français, anglais, japonais, allemands, italiens et les autres. La trilatérale n'existe pas force, c'est l'Amérique, c'est tout, c'est les États-Unis qui sont la trilatérale. Non, pour eux, c'est la destruction des frontières et des nations. Les nations devraient céder leur place. À quoi? Non pas à des sociétés socialistes, mais aux grandes banques, aux grandes entreprises internationales et transnationales. C'est ça, c'est une nouvelle version du capitalisme qui veut survivre et qui propose encore une autre formule. Mais l'économique n'a jamais mené le monde. C'est toujours le politique et le moral qui mènent le monde. Alors ne croyons pas que la trilatérale a une importance très grande. Ce qui se passe entre Moscou et Berlin demain a plus d'importance que ces esprits naïfs et saugrenus de la trilatérale. Monsieur? Les soviétiques sur le tir d'Afghanistan, c'est un repli contre stratégique. Donc c'est la démontrée d'une stratégie possible de rejoindre la notion de déclin que vous avez toujours décrit. D'une part, je me demande dans quelle mesure cette diversité dont vous avez parlé, qui se trouve dans les pays satellites de la nation, qui devient à certains égards opposition, ne serait pas possible d'être récupéré, vous voyez bien, par le fameux levier dialectique de l'idéologie marxiste. D'autre part, en ce qui concerne l'Afghanistan, je disais dans Solzhenitsyn, que vous avez cité Solzhenitsyn, que l'Union soviétique était capable d'avaler 8 Afghanistan sans bronche. Alors, en quelle mesure Est en train d'avaler. était capable Était capable. était capable d'avaler 8 Afghanistan sans bronche. Or, elle est confrontée à ce danger-là en ce moment, et elle se retire, et elle bronche. Alors, je me demande dans quelle mesure Solzhenitsyn a pu se tromper en formulant les propos que je viens de donner. Elle a avalé, la Russie a avalé. Solzhenitsyn a donné un rappel. Ben, le fait est que, en ce moment, les armées soviétiques sont en retrait, et que l'Union soviétique n'est pas en train d'avaler 8 autres Afghanistan. Elle a la capacité. Mais qu'est-ce que ça veut dire capacité? Pendant 40 ans, elle en avait la capacité. Ça ne veut pas dire que ça va durer toujours, n'est-ce pas? N'ayons pas cette peur atroce de ce que les soviétiques soient surhumains. Ils ne sont pas surhumains. Le déclin est inscrit dans l'histoire des empires. Et un jour, l'Empire soviétique également trouvera sur son chemin le déclin, tôt ou tard. Ben, justement, il faut s'adapter à ce que le monde ne reste pas toujours dans les mêmes sentiments. Le monde évolue dans tous les sens du mot. Et si je constate que l'Union soviétique, pour la première fois dans son histoire, je veux dire dans son histoire de 70 ans, je ne parle pas de la Russie, est en train de s'avouer vaincu, parce que c'est cela, tout le monde le sait. La propagande soviétique peut faire n'importe quoi, tout le monde sait que c'est un retrait.
et que c'est un retrait ignominieux parce qu'il ne s'agit pas d'une armée qui l'a battu, mais ce sont des guérillas qui l'ont battu, guérillas dont il s'est servi toujours dans les autres pays. Parce que pour la première fois, il recule, elle recule. Ah ben ça me suffit. Si elle est capable de faire ceci, de cela, je n'en sais rien. Pour l'instant, elle recule. Ça me fait plaisir. L'Islam qui gagne. Regardez, la Pologne, il y a 8 ans, lorsque la Solidarité a fait ses manifestations et a été sur le point de gagner, d'ailleurs je ne sais pas, mais enfin, était sur toutes les lèvres. Tout le monde disait en même temps qu'il faut, à l'Église en premier lieu, les tanks soviétiques vont pénétrer en Pologne. Aujourd'hui, on ne parle pas. Hier, lorsque de nouveau la Solidarité s'est manifestée, personne ne parlait de tanks soviétiques, parce que les tanks soviétiques qui reculent en Afghanistan ne sont plus crédibles. C'est cela, l'histoire a aussi un aspect psychologique. Personne ne croit, et les Polonais en premier lieu, que les Russes soient capables aujourd'hui de faire la même chose qu'ils auraient été capables de faire seulement il y a 8 ans. Le mot tank soviétique ne figure plus dans les rapports. Mais c'est important. Voyez-vous, que si on ne parle pas de la zone de tanks soviétique en Pologne, ça ne veut pas dire tout simplement que le gouvernement polonais du général Jaruzelski est la seule capable de maintenir l'ordre. Et que si par hasard le gouvernement Jaruzelski était en péril, alors oui, on verrait quand même des tanks soviétiques arriver. Je parle uniquement de ce que les gens, et même les journaux, disent. Le mot tank soviétique ne paraît plus dans les communiqués et paraît-il, dans les entretiens que les journalistes étrangers ont avec les citoyens. Jusqu'à présent, le tank soviétique était quand même en Afghanistan. Alors maintenant, on nous dit qu'ils sont retire. Est-ce que vous croyez à la sincérité de ce retrait? Est-ce que ce n'est pas une plainte? Monsieur, je refuse de croire qu'il y ait des êtres surhumains. Et je refuse de croire que leur cerveau soit autrement structuré que le mien et le vôtre. Et lorsqu'une armée, qui jusqu'ici a été sur tous les points du globe victorieuse, commence à reculer, je pense que c'est une logique du recul. Peut-être que demain, encore une fois, ils vont envahir la Lune. Pour l'instant, ils reculent en Afghanistan et les guérillas les attaquent jusqu'aux villes, jusqu'aux garnisons qui sont encore là. C'est tout ce que je peux... il faut être toujours prudent, mais... Attendez. Monsieur le professeur, le recul soviétique pendant l'histoire est une tactique guerrière qui est quand même connue, qui est pratiquée au moment des Allemands, Napoléon. Le recul, pour eux, c'est une stratégie guerrière. Lorsqu'il s'agit de défendre leur propre pays, mais lorsqu'ils ont envahi un autre pays, et qu'ils ont été battus avec des armes et qu'en effet ils ont mis en place un régime qui chaque jour perd de ses effectifs civils et militaires, il faut quand même supposer qu'il s'agisse d'autre chose. Aux dernières nouvelles, excusez-moi, aux dernières nouvelles il y a 2 ou 3 jours, ils ont dit, les Soviétiques ont dit que si le Pakistan continuait à favoriser il revenait. Elle ne doit même pas revenir, elle y est, n'est-ce pas? Oui, tout cela est possible. Donc il faut toujours, n'est-ce pas, il faut toujours être prudent, il faut toujours se dire que tout est possible, mais il faut quand même constater certaines choses, certaines évolutions qui sont quand même réelles, et qu'une armée qui annonce son recul d'un territoire occupé et non pas son propre territoire, sous le poids de cette influence islamique qui se trouve en Iran, en Afghanistan, au Pakistan et à l'intérieur même des frontières russes,
Russes asiatiques, c'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne recule pas de l'Allemagne. Il ne recule pas de l'Allemagne, il le fortifie. Il ne recule pas de l'Allemagne, mais encore une fois, Gorbatchev est en train d'offrir une nouvelle formule. Formule qui conviendra, je suis certain, aux Allemands. Bon, je crois qu'il est difficile du coup. En ce qui concerne ce qui nous concerne, nous, c'est plutôt l'islam que nous avons à craindre, parce qu'à l'heure actuelle, ça marche au galop. Finalement, les Russes, on les connaît, ils sont déjà... Ah. Mais on dit justement... Déjà en Allemagne, on le sait, c'est plutôt l'islam. Mais madame, au fond, ce que vous dites, c'est de faire preuve de la faiblesse de l'Occident. Vous dites que je préfère les Russes parce que je les connais, vous ne les connaissez pas. Je n'aime pas les Russes. Non, mais c'est une race blanche. Mais il ne s'agit pas que de race blanche. Selon le pape Jean-Paul II, il s'agit aussi de spiritualité. Et d'après ce que dit monsieur, le pape Jean-Paul II préfère la spiritualité à la race. Je comprends la spiritualité, mais je suis très chrétienne. Je comprends en ce qui concerne ceux qui respectent la spiritualité. Mais il y a la plus grande majorité de l'islam qui le respecte et force et tue. Mais madame, ça ne dépend pas de vous. Et ça ne dépend pas de nous. Et ce que vous dites, c'est justement avouer notre immense faiblesse, que nous sommes des jouets de l'histoire, parce que nous ne sommes plus les joueurs, les grands joueurs de l'histoire. Nous disons que je préfère ennemi numéro 1 à l'ennemi numéro 2. Nous ne pensons même pas à renverser la vapeur et de passer à l'attaque. Au contraire, nous disons, voilà ce qui arrive ici, ce qui arrive par là, je préfère que... Mais vous dites que vous préférez être occupé des Russes plutôt que de l'islam. Ouais, Exactement ça, je veux dire qu'on n'a pas le choix. Mais c'est la faiblesse. Et alors, mais si vous n'avez pas le choix, alors au fond, vous êtes totalement abandonné par l'histoire. Et je dirais, quand je dis vous, c'est pas vous, c'est nous tous, nous méritons notre sort. N'est-ce pas? Parce que nous n'avons jamais rien fait contre Monseigneur Duval ou contre Gorbatchev. Alors voilà la situation, ils nous ont envahis. Madame, je crois qu'il faut poser une question, autrement on ne sortira pas. Alors, il est déjà 9h15. Est-ce qu'il y a une autre dernière question à poser? Posez une question si vous voulez, mais la dernière question, elles ont pas. Un peu de silence, s'il vous plaît. Écoutez, ce ne sera jamais le désarmement. C'est un jeu faussé à tous les points de vue. Personne ne désarmera jamais. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Alors tous ces gens-là qui parlent de désarmement, finalement c'est pour jeter la poudre aux yeux de leur opinion publique. Croyez-moi que ni l'Amérique ni la Russie ne désarment. Ça, ce n'est pas le temps. Monsieur le professeur, donc nous pouvons dire qu'actuellement l'URSS joue uniquement sur la guerre psychologique dans beaucoup de domaines, avec ses fausses idées de désarmement, de fausses paix, en s'introduisant dans les milieux écologiques et autres. Je pense qu'en France, c'est un petit peu ça. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire faux? C'est machiavélique, évidemment, mais un pays qui n'est pas machiavélique est condamné à mort. Seul l'Occident prétend ne pas être machiavélique, et je crois en effet que l'Occident est beaucoup moins machiavélique. C'est la signature de sa propre mort. Soit on comprend la réalité et on joue le jeu réel, soit on marche dans les nuages et alors on est perdu. Évidemment, mais j'admire les Russes pour cela. Mais je crois qu'il faut se terminer et aller d'ailleurs au buffet qui vous attend. Je remercie encore une fois